Dans ce tutoriel, on va continuer avec l'étude de l'origine du génotype des individus et on va notamment parler du brassage interchromosomique. Chez les êtres vivants, on peut distinguer deux types de cellules. Alors il y a les cellules qu'on appelle somatiques, qui constituent la plupart des cellules de l'organisme, mais il y a aussi ce qu'on appelle les cellules germinales, qui vont être à l'origine de la formation des gamètes. Alors le processus dans lequel vont être engagées les cellules germinales est ce qu'on appelle la méiose. Et c'est pendant la méiose que les caractères ou les allèles de l'individu vont être transmis aux gamètes. Et par la suite, la réunion de deux gamètes au moment de la fécondation va être à l'origine de la formation d'un nouvel individu. Et c'est de cette manière que certains caractères peuvent être transmis de génération en génération. Historiquement, l'un des premiers à avoir travaillé sur ces phénomènes de transmission de caractères de génération en génération, c'est le moine botaniste autrichien Mendel, qui, au XIXe siècle, menait des expérimentations sur le poids. Mendel mène des expériences d'hybridation où il va suivre différents caractères, comme la couleur des pois, jaune ou vert, ou alors la forme des pois lisse ou ridée. Et il comprend alors que ces caractères, que lui appelle des éléments transmissibles, et qu'on appellera par la suite des allèles, eh bien ces caractères peuvent être présents sous deux versions différentes chez les individus diploïdes. Il remarquera également que dans les gamètes haploïdes, seulement une des deux versions du caractère étudié ne sera présent. Suite à ces observations, il émettra l'hypothèse de séparation des éléments transmissibles, et c'est ce qui va donner lieu aux lois de l'hérédité de Mendel. Presque 40 ans plus tard, Sutton, qui est un cytologiste américain et qui travaille notamment sur la méiose, est le premier à établir une corrélation entre la distribution des éléments transmissibles supposés par Mendel au moment de la formation des gamètes, qui l'ont d'ailleurs conduit aux lois de l'hérédité, et le mouvement des chromosomes au cours de la méiose. Sutton en déduira que les gamètes produits par un même individu auront des combinaisons de chromosomes et d'allèles différentes. La question qu'on peut se poser à présent, c'est comment la méiose peut-elle produire des gamètes génétiquement diversifiés? Alors pour répondre à cette question, on va partir d'une cellule dont le matériel génétique a été symbolisé par deux paires de chromosomes, sur lesquels j'ai représenté un gène sur chacune des paires. On a le gène A, présent sur la grande paire de chromosomes, qui est présent sous deux versions, grand A et petit a, et qui pourrait correspondre, si on reprend l'exemple de Mendel, à la couleur des pois par exemple. Donc grand A pour couleur jaune et petit a pour la couleur verte. J'ai représenté également un deuxième gène sur la petite paire de chromosomes, le gène B qui pourrait correspondre à la forme du pois, donc grand B pour une forme lisse et petit b pour une forme ridée. J'ai représenté également par des couleurs l'origine des allèles. Alors en bleu, on a des allèles d'origine mâle ou paternelle si on est chez l'être humain, et en rouge, on a une origine femelle ou maternelle. Donc notre cellule, elle est diploïde, notée 2N, puisqu'on a des paires de chromosomes comportant chacun une chromatide, et on peut préciser également que cette cellule est hétérozygote, puisqu'on a des allèles différents pour les deux gènes étudiés. Alors, imaginons que cette cellule soit une cellule germinale engagée dans un processus de méiose. La première étape va être une phase S de réplication du matériel génétique. Et donc, on va passer d'une cellule comportant des chromosomes simples en phase G1 à une cellule comportant des chromosomes doubles en phase G2. La cellule est toujours diploïde, notée 2N, mais chaque chromosome comporte cette fois-ci deux chromatides. L'état des deux gènes étudiés est toujours hétérozygote. Alors si je souhaite noter le génotype de ce genre de cellule, donc la convention d'écriture qui est utilisée, c'est une notation entre parenthèses. Donc on a grand A / petit a pour le premier gène, virgule, grand B / petit b pour le deuxième gène étudié. Les slash symbolisent en fait ici les chromosomes. Le phénotype, quant à lui, est noté entre crochets, grand A, grand B, parce qu'en fait, grand A et grand B sont les allèles dominants, alors que petit a et petit b sont les allèles récessifs et ne sont donc pas exprimés dans le phénotype. Alors dans la prochaine étape, il va y avoir une première division cellulaire, au cours de laquelle les chromosomes homologues, c'est-à-dire les chromosomes qui appartiennent à une même paire, vont être séparés au moment de l'anaphase. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette séparation se fait de manière indépendante.
Du coup, on a deux possibilités au niveau de la distribution des chromosomes. Première possibilité, les chromosomes d'une même origine, paternelle ou maternelle, partent ensemble. Donc si on détaille le processus, D1 correspond à la première division cellulaire, séparation des chromosomes. Dans la première cellule, je me retrouve avec les deux chromosomes d'origine paternelle, comportant les allèles grand A et grand B. Et dans la deuxième cellule, on retrouve les chromosomes d'origine maternelle, qui comportent les allèles petit a et petit b. Ensuite intervient la deuxième division de la méiose, qui correspond à la séparation des chromatides. On obtient ainsi deux cellules identiques et haploïdes, comportant chacune des chromosomes d'origine paternelle, dont le génotype est grand A grand B. Ensuite, même chose avec la cellule comportant les chromosomes d'origine maternelle, séparation des chromatides. Au cours de la deuxième division, chaque cellule est haploïde et dont le génotype est petit a, petit b. Donc ça, c'est une première possibilité de production de gamètes, mais il existe une deuxième possibilité que j'évoquais tout à l'heure, et qui est liée au fait que la distribution des chromosomes au cours de la première division de méiose est totalement indépendante. De ce fait, au lieu d'avoir deux chromosomes de la même origine, paternelle ou maternelle, qui partent ensemble, on peut avoir deux chromosomes mixtes, l'un d'origine maternelle, l'autre d'origine paternelle, qui partent ensemble dans la même cellule. On va donc se retrouver en fin de première division avec une cellule qui comporte un chromosome d'origine maternelle comportant l'allèle petit a et un chromosome d'origine paternelle comportant l'allèle grand B. Dans l'autre cellule, on va avoir l'inverse. Un chromosome d'origine paternelle qui comporte l'allèle grand A et un chromosome d'origine maternelle comportant l'allèle petit b. Ensuite intervient la deuxième division de méiose. On se retrouve avec des gamètes haploïdes mixtes qui comportent à la fois des chromosomes d'origine paternelle et maternelle, dont le génotype est petit a grand B ou grand A petit b. Cette deuxième possibilité a autant de chances de se produire que la première possibilité, car chaque cellule reçoit avec une probabilité équivalente l'un ou l'autre des chromosomes de chaque paire. C'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Si les gènes sont indépendants, c'est-à-dire localisés sur des chromosomes différents, comme c'est le cas ici, alors il existe 4 combinaisons possibles d'allèles équiprobables. Et au final, vous comprenez bien que les combinaisons d'allèles sont d'autant plus nombreuses que le nombre de gènes à l'état hétérozygote est élevé dans la cellule. Donc pour résumer un petit peu les choses, on a vu qu'à partir d'une cellule diploïde hétérozygote pour les deux gènes indépendants étudiés, on avait 4 types différents de gamètes haploïdes. Voyons maintenant pour terminer quel est l'impact du nombre de paires de chromosomes dans une cellule germinale sur la diversité génétique des gamètes. Alors on vient de voir que quand on a 2 paires de chromosomes, on a donc 4 chromosomes au total, et le nombre de combinaisons de gamètes possibles est 2 fois 2 égale 2 exposant 2, et donc à la fin ça fait 4 gamètes possibles, en supposant bien sûr que les gènes soient tous à l'état hétérozygote. Si on a 3 paires de chromosomes dans la cellule, on a au total 6 chromosomes, ce qui nous fait 2 fois 2 fois 2 égale 2 exposant 3 égale 8 combinaisons génétiques de gamètes différentes. Et donc si on généralise et qu'on dit qu'on a n paires de chromosomes dans la cellule, on a donc 2n chromosomes dans la cellule, soit un nombre de combinaisons de gamètes de 2 exposant n. Si on applique cette formule à l'espèce humaine, qui comporte 23 paires de chromosomes, et donc 46 chromosomes au total dans les cellules, on obtient 2 exposant 23 combinaisons de gamètes possibles, ce qui correspond à 8,4 millions de combinaisons de gamètes possibles chez l'être humain. Voilà pour ce petit tuto. Alors si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à réussir tes contrôles continus et tes examens. Il te suffit de t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le premier lien en description. Tu recevras gratuitement des emails avec des conseils pratiques que tu ne trouveras sûrement jamais ailleurs. Dans ces emails, je vais t'aider à réviser, à t'organiser, à être plus efficace dans ton travail. Bien sûr, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. On se retrouve très vite dans ta boîte mail. À très bientôt.